Bonjour et bienvenue à Voix d'affaires, le podcast de la Chambre de commerce Témiscamingue. Ce projet est rendu possible grâce à nos partenaires financiers annuels. Partenaire de la relance, la MRC de Témiscamingue, partenaire Forêt Enchantée, Promutuelle et Hydro-Québec, partenaire Eau Profonde, GFM Groupe Financier et la Ville de Ville-Marie. Voix d'affaires, c'est un espace pour entendre nos entrepreneurs et leaders régionaux partager leur parcours, leurs réflexions et leurs projets et parler de différents sujets qui peuvent vous intéresser en tant qu'entrepreneur. Alors, viens brasser ta chambre avec nous. Aujourd'hui, on parle de santé entrepreneuriale. On reçoit une professionnelle passionnée, cofondateur de la clinique Movenne, une clinique interdisciplinaire ouverte en 2018 ici à Ville-Marie. Mélissa Cardin est physiothérapeute. Bienvenue à toi, Mélissa. Merci de m'accueillir. Mélissa, moi, j'aimerais savoir d'où est venue l'idée de création de Movenne? En fait, Robin et moi, dans le fond, à la base, on était, moi, physiothérapeute, Robin-Pierre, ostéopathe. On a eu la chance de travailler en ville. Puis en ville, en fait, on a énormément de cliniques pas interdisciplinaires, mais multidisciplinaires. Donc, on a travaillé dans des cliniques multi, ce qui veut dire que vous avez sous le même toit massothérapeute, physio, chiro, ostéopathe, tout ça. Cela dit, il n'y a pas grand monde qui se parle dans cette belle entreprise-là en général. Donc, les gens travaillent en silo à l'intérieur de l'entreprise jusqu'à temps qu'ils ne savent plus quoi faire avec le client. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est un peu changer cette chaîne-là, puis avoir vraiment plus une interdisciplinarité, ce qui veut dire qu'on collabore entre professionnels à l'intérieur de la clinique avec des réunions interdisciplinaires à toutes les semaines. Donc, on veut vraiment s'assurer que quand le client rentre chez nous, il y a toujours le meilleur soin. Et il rencontre le meilleur professionnel ou les meilleurs professionnels pour optimiser sa guérison. OK, c'est une belle nuance parce que je me demandais, était où la nuance entre multi et inter? Voilà, donc l'interdisciplinarité, en fait, pour que ça soit inter, c'est sûr que si on veut être vraiment puriste, on serait en interdisciplinarité avec tous nos clients. Ça, c'est vraiment la définition de l'interdisciplinarité. Tous les clients sont vus par notre ostéo, notre physio, notre nutritionniste, etc. Cela dit, nous, c'est à tous les lundis. On a plusieurs professionnels qui travaillent ensemble, mais il y a certains clients qui n'ont pas besoin nécessairement d'avoir le besoin d'aller voir l'ostéopathe ou le physiothérapeute. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de se faire du référencement. Cela dit, on sait très bien que si le client rentre et qu'il a besoin d'avoir accès à ces professionnels-là, il va pouvoir les rencontrer. Et nous, on va pouvoir aussi discuter ensemble de l'évolution des clients sans que le client ait besoin de raconter son histoire et la répéter. OK. Donc, un client pourrait arriver chez vous avec un besoin en physiothérapie, puis après quelques rencontres, le besoin évoluer, puis là, il serait dirigé vers un ostéopathe, par exemple. OK. Ou un exemple, on pourrait voir un client qui arrive avec un accident d'auto, qui a eu un traumatisme crânien. Donc, il va y avoir un travail crânien qui va être fait par l'ostéopathe. De mon côté, en physiothérapie, avec mes professionnels aussi, Cindy et Logan, il va être pris en charge pour de la stabilisation, du dégagement de la mobilité et des fois les aiguilles maintenant sous le terme qu'on a fait à la clinique. Puis, il va être en activation avec le kinésiologue parce que suite à un traumatisme crânien, on doit se réactiver progressivement pour augmenter notre endurance, être prêt à l'emploi. Donc, il va pouvoir voir tous ces professionnels-là et bien entendu la nutritionniste pour s'assurer en fait que son alimentation soit aussi, soit bien garnie dans son assiette. On pourrait dire ça, bien équilibrée pour optimiser dans le fond sa guérison et son endurance et aussi sa concentration. Donc, quand vous avez créé la clinique, vous aviez déjà l'intention d'avoir cette approche-là ou cette façon de faire-là. C'était déjà dans votre vision, là. C'était vraiment ça qu'on souhaitait. C'était vraiment, vraiment ce qu'on souhaitait. Donc, à la base, c'est l'essence de Movenne était ça. Puis elle l'est encore, en fait. Mais là, elle évolue aussi beaucoup plus. Puis là, on développe davantage au niveau des entreprises. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on offre tout ce beau package-là aux entreprises en soi, ce qui fait en sorte que, dans le fond, nous, quand on rentre dans une entreprise, on observe tous les risques associés aux problématiques de santé, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Et de là, on met en œuvre, en fait, du développement pour s'assurer que ces risques-là soient prévenus. OK. C'est quoi les services que vous offrez au niveau psychologique? En fait, psychologique, là, on n'ira pas avec le psychologue. Le psychologue, souvent, on va faire affaire avec, on va référer les gens aux firmes. Cela dit, on va beaucoup parler du stress, okay? Parce que tout le monde vit un stress, peu importe ce qu'il y en est. Avec nos clients, c'est le cas. Nous-mêmes, on peut vivre des stress aussi associés.
Et ce qu'on observe, c'est que les gens vont beaucoup nous demander des conseils, comment gérer mon stress. Cela dit, le stress, oui, va se gérer, mais quand tu ne sais pas c'est quoi ton stress, c'est dur d'avoir un impact. Donc, on aime ça revenir à l'essence avec un soutien psychologique d'un psychologue ou d'une travailleuse sociale via des firmes qui sont partenaires avec nous. Mais à la base, on sème quand même ces questionnements-là auprès de nos clients ou auprès de nos partenaires pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qui les stresse. Parce qu'on a beau utiliser n'importe quelle médication et ces choses-là, ce n'est pas le seul outil. Il faut penser à savoir au plus profond qu'est-ce qui recrée la menace du stress constamment, qu'est-ce qui fait que ça revient et qui fait finalement qu'on a des douleurs au cou, on a des douleurs aux épaules, dans le dos. Donc, on sait quand le stress est présent ou quand on est plus fatigué. Moi, j'appelle tout le temps ça, le stress s'en va où on est plus fragile au niveau physique. Alors, si on a eu un exemple, une entorse lombaire, on va avoir plus de douleur dans le dos. On risque de ressentir plus de douleur dans le dos. Même principe au niveau du cou. Toute cette zone-là, moi, j'appelle ça mes muscles poubelles du stress. Donc, quand le stress, dans le fond, on est stressé, c'est là que ça jette. Puis souvent, les gens vont faire « OK, ça roule, ça va bien ». Et là, tout d'un coup, ouf, ils ont terminé leur grosse période intense. Et là, ils disent « Ah, mon Dieu Seigneur, j'ai tellement de tension, j'ai des points. » Ben voilà, on a des signes associés qui peuvent être présents, puis on veut s'assurer que ces signes-là n'arrivent pas. Mais quand on ne sait pas qu'est-ce qui nous stresse, c'est dur, même si on respire, même si on fait du yoga, d'aider. Est-ce que vous en voyez beaucoup des clients qui sont dans un déni de leur stress? Ah, ben beaucoup. Même moi, j'étais dans mon déni de mon stress. Okay. Donc, tu sais, moi, je suis très à l'aise de parler de mon expérience comme ça, mais à la base, je pensais que j'étais une personne qui n'était pas stressée. Puis moi, ben, en fait, je suis stressée. J'ai 2 stresseurs qui est ma menace à l'ego et la menace à l'ego, pardon. Puis aussi, pas la nouveauté, j'ai un blanc. Mais ça va me revenir. Donc, dès que... la perte de contrôle, c'est ça que je veux dire. Donc, menace à l'ego, perte de contrôle. Donc, ça, c'est mes 2 stresseurs, en fait, qui vont engendrer du stress chez moi. Mais je ne savais pas avant. OK? Donc, moi, je pensais que je réagissais. Parce que des fois, je pense que tout m'était dû aussi. Tu sais, j'avais un ego très fort. Donc, quand je réagissais, c'est parce que je devais réagir. Chose qui est très, très, très différente aussi quand on plonge un peu plus dans le stress, puis qu'on se rend compte que finalement, on réagit parce qu'on a des triggers. Il y a des choses qui viennent, soit par rapport à nos valeurs, soit par rapport à des fausses croyances probablement concernant certaines choses qui font en sorte qu'on vient réagir. Et là, quand on identifie ça, on se trouve des solutions. Et là, quand on se trouve des solutions, ça fait en sorte que le stress diminue. Parce que si j'ai plein de solutions, bien, j'ai l'impression d'être en contrôle de la situation. Si je suis en contrôle et que là, mon stresseur, c'est un manque de contrôle associé, bien, ça fait en sorte que j'ai plus de contrôle, une sensation de... et je diminue mon stress. Je suis curieuse de savoir que tu as déterminé ça comment ou avec qui. Oui, parce que c'est quand même ultra précis, là, la menace à l'ego. Je peux l'avoir, là, parce que je pourrais avoir le même stresseur. Mais ça prend de la thérapie, puis ça prend énormément d'introspection avant d'arriver à ce stade-là, de pouvoir le nommer aussi précisément. Là. Oui, puis c'est ça. Ça prend, dans mon cas, 3 ans, mais ça dépend des gens. Je dirais pas ça va prendre 3 ans, tout va être réglé. Pas du tout. En fait, ça a commencé à mon déménagement, dans le fond, quand j'ai déménagé au Témiscamingue, et là, je me suis davantage isolée. J'avais pas beaucoup d'amis, je ressentais pas nécessairement j'avais pas tant d'affinité avec certaines personnes, donc ça faisait en sorte que, oui, j'en avais, mais c'était pas nécessairement des gens qui nous invitaient toujours. Donc là, on perd notre réseau, on est loin de la famille, donc qu'est-ce qu'on fait? On travaille, puis on travaille beaucoup. Puis, à un moment donné, aussi, j'ai eu un enfant, puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui me manquaient, qui faisaient en sorte que j'essayais de combler d'une autre façon. Et là, le fait que j'essayais de le combler d'une autre façon faisait en sorte que je m'en mettais beaucoup sur les épaules. Et oui, je devenais stressée. Quand je devenais stressée, je devenais irritable. Et quand je devenais irritable, malheureusement, Robin Pierre, mon conjoint, en subissait des conséquences. On le salue. On le salue. Puis, la COVID est arrivée 1 an après qu'on ait ouvert. Donc, ça aussi, c'est 1 an après notre ouverture de la clinique. Puis, ça allait super bien. Donc, c'est sûr que ça a été
Ça a été quand même une période plus difficile parce que, bon, j'étais la seule qui pouvait travailler, donc qui ramenait un revenu. Alors, vous comprenez que c'est pas un gros revenu qu'on ramène à cette époque-là. Puis quand l'espace de la COVID a terminé, où finalement on pouvait voir des clients présentiels, Robin Pierre, qui est aussi mon associé, lui était parti là, sur le champ de bataille. Il était comme, OK, on amène du revenu, puis on prend les projets, puis tout ça. Puis moi, j'étais comme, ouf, non. On diminue, on prend notre temps parce que là, moi, je suis fatiguée. L'équipe revenait aussi d'un 3 mois en arrêt, beaucoup plus anxieux qu'on pensait, beaucoup plus de stress, qu'on se disait, ben voyons, ils ont été en vacances à la maison d'une certaine façon. Finalement, non, ça l'a créé quand même, un stress quand même plus important. Puis, je pense qu'on l'a, en fait, je pense pas, on l'a pas écouté, ce stress-là. Et là, moi, je me souviens, là, ça roulait, je devenais de plus en plus irritée. Et à un moment donné, j'ai appelé mon médecin puis je lui ai dit, écoute, j'ai 6 portes dans mon cerveau qui sont ouvertes constamment. Je fais de l'insomnie, chose que j'ai jamais fait. J'ai dit, je cours, je médite, je fais du stretching à la maison avec mes respirations et ça ne fonctionne pas. Là, je veux que tu me fermes 3 portes. Alors là, il a dit, ben, Mélissa, on va parler des antidépresseurs. Et là, les antidépresseurs, moi, ma crainte, c'était l'Alzheimer. Dans le fond, là, c'était vraiment de développer une problématique de santé mentale. Donc, mon médecin était extraordinaire. Il a pris le temps pendant 1 heure de discuter avec moi, d'entendre mes craintes par rapport à la médication. Puis, par la suite, on a essayé l'extalopram que j'aurais pu vendre au marché noir. Je m'excuse, je ne l'ai pas faite. Mais parce que c'était vraiment à petite dose, c'était un 10 mg, mais c'était vraiment ma pilule du bonheur. C'était comme ça que je l'appelais. Et là, ça faisait en sorte que tout était comme plus doux. Tout était plus gérable. Et dans ce temps-là, ben, on est beaucoup plus productif aussi. Hein? Ouais. Donc, on dirait que tout était clair, puis tout allait bien. Puis, on a eu le diagnostic de Laura, ma petite fille, qui a des problématiques de santé. Et ça aussi, ça a bien passé. Donc, 6 mois après ça, je me suis dit, OK, c'est beau, avoir la médication, c'est intéressant, mais là, ça m'enlève le stress. Alors, qu'est-ce qui causait mon stress à la base? Et là, c'est là que j'ai décidé d'arrêter la médication, de prendre un suivi avec une travailleuse sociale. Et là, on a décortiqué. On a beaucoup travaillé au niveau de l'estime de soi parce qu'à la base, il y avait beaucoup de ça qui faisait en sorte que l'ego était menacé parce que quand tu t'estimes, tu es moins dans l'ego. En fait, on n'a pas besoin de l'ego. Tu vas venir réagir sur certaines choses quand tu as l'impression que ton estime, entre autres, est menacée aussi associée à ça. Après le contrôle, en fait, c'est que je me rends compte que moi, j'aime comprendre les choses. Si je ne les comprends pas, il n'y a comme pas de valeur ajoutée à ce que je le fasse. Donc, j'aime aller au fond des choses, j'aime bien le comprendre pour prendre action. Donc, je ne ferai pas nécessairement les choses à moitié. Mais par contre, quand je n'ai pas le contrôle, donc quand je ne comprends pas bien, oui, ça va m'apporter un stress. Cela dit, c'est là ce que je pense à mes situations, ce que je me dis, OK, il y a l'option A, l'option 2, l'option... Tu sais, il y a B, C, D, il y a plein d'options qui font en sorte que là, le stresseur diminue. Donc, je faisais en fait une consultation par mois. À la base, qu'on a pris Robin Pierre et moi, pour s'assurer que lui comprenne aussi mon stress, pour s'assurer aussi que moi, je comprenne aussi comment il était, parce qu'en termes de gestionnaire ensemble, c'est ce qui était problématique. Tu sais, ils vont dire les gestionnaires hommes là, qui foncent puis qui sont super comme OK dans le projet. Moi, je suis définitivement... Si on dit gestionnaire femme, moi, je suis une femme. Là. Moi, j'aime ça quand c'est... On prend du recul, on prend le temps, on analyse. As-tu pensé à ça? As-tu pensé à ça? Oui. Ben beau ton affaire, mais tu pensais à ça? Puis là, ça va vite. Là. Non. Puis regarde le revenu, puis je suis comme, non, il n'y a pas juste ça. Tu sais. Donc, c'est post-COVID, c'était vraiment ça qui était arrivé. Donc là, on était 2 personnes avec 2 visions différentes. Moi qui Il y avait une dualité là, dans votre façon de faire et de façon d'être. Oui, puis moi qui aime le contrôle, de comprendre, et lui qui est comme let's go, donc la perte de contrôle, et comment des fois on se parle ensemble, ego menacé, puis tout, le stress. Donc c'est ça. Puis après, tu sais, une fin de semaine, une fois par mois, on avait notre rencontre, puis on avait des lectures à faire. Moi, c'est ce que énormément j'ai aimé. J'aime apprendre, puis comme vous dites, tu sais, comme je vous disais, si je prends possession, contrôle des apprentissages en lien avec mon stress. Oui, je vais l'apprendre. Oui, ça va beaucoup plus résonner pour moi. Et oui, je vais réduire le stress associé, donc. Tu dois être capable de le voir venir aussi. Énormément. Ah ouais, tu sais. Ah, je le vois arriver, le trigger. Ah ouais, viens-t'en. Oui, je suis prête. Puis maintenant, je le nomme aussi, tu sais, comme un exemple, je vais dire, autant avec mes employés, puis autant avec mon conjoint, avec ma famille,
je vais pouvoir le dire, hey, regardez, là, je vais me retirer juste parce que j'ai besoin un peu de temps pour moi. Tu sais, je sais que quand la fatigue est plus présente, ou que quand je vois que mon conjoint est stressé, puis là, je fais comme, OK, dans quel élément je suis dans ma tête pour accueillir ce stress-là puis faire comme ça ne m'appartient pas, mais je vais le soutenir. Ou je suis plus dans, il va me dire de quoi, puis mon ego va me menacer, tu sais. Donc là, je suis capable aussi de faire la distinction. Puis, bien, c'est sûr que ça fait des relations qui sont plus humaines. Mais ça arrive définitivement que des fois, ça va vite, puis là, je suis dans la colère et je vis l'émotion. Et là, après, je fais comme, écoute, c'est un work in progress, il faut que tu me laisses un peu de chance. Puis on entend parler du bon stress, du mauvais stress, puis même souvent, personne ne voudrait être stressé, puis on voit ça comme si c'était la bête à abattre, mais c'est pas nécessairement vrai. Ah non, pas du tout. Tu sais, le bon stress, en fait, là, le stress en général, le stress aigu, là, moi je vais l'appeler, c'est le stress qui nous permet de se mettre en action. Tu sais, le fight or flight, là, le je fuis ou je combats. Si j'ai un pitch de vente à faire, là, je vais être stressée, mais c'est un stress qui va m'amener une performance. Donc, qui me permet de faire ça. C'est pas un stress qui te paralyse. Exactement. Donc ça, c'est le côté positif, je trouve, du stress associé. Par contre, si un exemple, puis surtout dans le monde, un exemple des affaires, si j'ai un conflit avec un employé, et là, le trigger, donc le stress, il est menacé, tout ça. J'ai eu un conflit. Bon, quand on a un conflit, on a un peu de stress aussi associé, une dépense d'énergie, mais que je ne règle pas ça. Et que là, le lendemain, je revois l'employé. Et là, à chaque fois que je le vois, je vois la menace du stress arriver. Bien, c'est sûr et certain que là, ça devient de plus en plus des effets stresseurs, donc de l'accumulation, dans le fond, de stress associé. Et là, je risque de m'en aller dans un stress chronique. Et là, si je m'en vais dans un stress chronique... Faire l'autruche peut générer du stress chronique. Oui, définitivement. Ouais. Donc, il faut, moi, je dis tout le temps aux gens, puis même moi maintenant, puis à tout le monde, il faut régler nos conflits, il faut régler nos... peu importe un peu, il faut s'assurer que les jugements ne soient pas là où c'est associé, il faut aller valider notre information. Ça, c'est important, mais par contre, on est humain. Ouais. Puis des fois, ça arrive, ça le dit. Puis récemment, le mois dernier, là, il y a une situation avec un employé, ça se termine que, OK, c'est un peu plus tendu. Puis là, mon conjoint me dit, il va falloir que tu t'excuses. Parce que pour pas nécessairement les faits que j'ai dit, mais il faut que tu t'excuses de la manière dont tu l'as dit, tu étais dans ton émotion de colère, tout ça, j'ai dit, tu as raison. Par contre, je vais m'excuser quand je ne voudrais pas entendre des excuses d'elle. Donc, quand je vais le faire avec amour et bienveillance. Oui. Parce que si je m'excuse... Pas juste deux égos qui s'excusent. Non! Tu sais, parce que si je m'excuse puis que je m'attends, bien là, je vais être fâchée parce qu'elle ne s'est pas excusée. Ce qui est, finalement, je rentre dans mon égo. Fait que ça fait aucun sens. Donc, ça l'a pris, elle est partie en congé, comme 2 jours après. Elle est revenue de congé, puis j'ai dit, écoute, j'aimerais ça qu'on se fasse pas ensemble. Je suis vraiment désolée de la façon dont j'ai parlé, je t'ai apporté le sujet, j'étais dans ma colère, puis c'est tout. Et elle était comme, eh bien oui, tu sais, il n'y a pas de problème. Puis moi aussi, tu sais, j'ai réagi, puis c'était doux, c'était beau. Mais par contre, si je l'avais fait directement, là, j'aurais été dans ma colère, dans mon stress, tout ça. Donc, il y a le stress pour performer, que je trouve que c'est un bon stress. Le stress, lui, qui est chronique, qui s'accumule. C'est le mauvais stress qui va nous créer de l'insomnie, un gain de poids, nous faire manger un petit peu n'importe quoi parce qu'on va libérer beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, on va pouvoir manger de plus en plus pour, des fois, se féliciter d'avoir autant fait d'énergie. Donc, se féliciter, se réconforter. Moi, il y a une source de stress là, que j'aimerais qu'on aborde. On parlait de la COVID tantôt, qui a été un stresseur. Puis je pense pas que personne n'est sorti intact de ces années-là. Puis là, j'ai l'impression, avec le contexte géopolitique, qu'on est ramené dans ce genre de vibe de COVID-là, qui est comme un stress en lien avec l'imprévisibilité. Mm-hmm. On ne sait pas ce qui nous attend. Mm-hmm. On est dans l'inconnu. C'est la première fois qu'on vit une situation de ce genre-là, puis on n'a comme pas de référent. Mm-hmm. Puis je me demandais si vous accueillez
présentement des clients qui sont particulièrement affectés par ce stress-là, dont je n'ai pas le nom. Là. Je ne sais pas de quel genre de stress il s'agit, mais je sais juste qu'on est quand même beaucoup de personnes qui sont touchées par ça là, actuellement. Mais tu l'as bien nommé. Tu sais, l'imprévisibilité, je pense que ça touche. Cela dit, moi, je pense que comme entrepreneur, c'est là qu'il faut se réinventer. Et moi, c'est ce que je trouve énormément qu'actuellement, en tout cas du moins dans le domaine de la physiothérapie, il y a eu un changement, pas quand fut le temps de changer, de prévenir qu'éventuellement quelque chose risquait d'arriver, qui était la génération avec laquelle on travaille et avec laquelle on travaillait il y a 10 ans, ce n'est pas la même génération qu'on a là. Donc, les cliniques, ça roulait bien. Il y avait du personnel. On voulait aller travailler dans des cliniques privées, dans certaines cliniques. Et ces cliniques-là, dans les dernières années, continuent à bien rouler, mais ont de la difficulté à recruter des physiothérapeutes. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas changé en fonction de ce qui allait arriver. Là, on s'entend, on n'est pas capable nécessairement de dire hey, « oui, mais là, je ne savais pas que Trump allait être réélu » ou ces choses-là. Donc là, je veux dire, au niveau politique, c'est plus difficile concernant ça, mais je trouve que c'est important de se rasseoir, puis c'est un beau temps comme entrepreneur de juste faire « OK, parfait. Qui on va aller cibler maintenant? Où on s'en va? Comment on peut se réinventer pour qu'on puisse être viable au sein, dans le fond, des gens autour de nous? » Et nous, c'est ça qu'on a vu à la clinique. Des entrepreneurs qui sont arrivés, qui ont dit, écoutez, le chantier est fermé, toute ma machinerie est là, j'ai 1 million de machines qui sont au niveau du chantier, puis moi, je n'ai pas d'emploi. Donc, c'est des gens qui sont allés chercher des emplois à Val-d'Or, qui ont commencé à vendre des machines, ou au contraire, qui en ont loué. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire de voir comment l'humain peut être avec son équipe aussi débrouillard pour aller chercher plein de nouveaux moyens pour que son produit reste efficace et efficient. Parce qu'on s'entend, être entrepreneur, quand ça va bien, on est content. C'est quand ça va pas bien qu'on voit les industries qui, eux, vont fermer ou au contraire, vont voir le jour puis vont grandir. Dans les moments de crise, il y a les deux qui se passent. Là. Oui. Il y a plein de belles choses qui arrivent, il y a plein d'entreprises qui vont émerger, il y a plein d'entrepreneurs qu'on va découvrir. Il y a aussi des gens qui vont partir. Pour moi, je vois une distinction. Pour moi, ce que Carrie décrivait tantôt, c'est de l'anxiété. Parce que vu qu'on ne sait pas ce qui va se passer, vu qu'on ne sait pas ce qui va arriver, c'est comme une espèce d'anxiété de... On a peur de quelque chose, mais on ne sait pas trop de quoi, parce qu'on ne le sait pas. Fait que c'est une anxiété, c'est d'être capable de sortir de ça, puis de dire, OK, là, je fais quoi? C'est quoi mes actions? Je pense que c'est peut-être ça, la distinction. Puis moi, je me sentais un peu comme elle, là, les premiers temps avec Trump, je me disais, mon Dieu, tu sais, j'avais l'impression de revenir 4 ans en arrière en me disant, bon, comment ça va se passer, comment ça va s'organiser, puis là, d'écouter en boucle à la TV toutes les choses qu'il dit ou qu'il dit pas. Puis de me dire, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Puis à un moment donné, je fais, OK, arrête. Tu sais, puis plus grand que ça, il y a toute la partie économique, là, mais je lisais une phrase qui m'a bien fait rire quand il dit, tu sais, je pensais pas que j'allais devoir combattre le fascisme en étant préménopausée en plus. Donc, tu sais, il y a toutes ces grandes questions de vie-là, tu sais, parce que oui, l'économie, veut pas, c'est la première chose qui nous touche, là, mais tu sais, ça devient des grandes questions de où l'humanité s'en va, tout le changement de l'ordre, de valeur, l'ordre établi, la chaîne habituelle, tu sais, tout ça, tu sais, c'est des grandes questions qui fait que le soir, quand on se couche, on n'a pas nécessairement les épaules très relaxes. Il y a un peu de poubelle. Il y a un peu de poubelle. Puis, tu sais, j'ai envie de vous dire en même temps, tu sais, l'anxiété, là, c'est quand on rumine, hein, la rumination. Puis quand on voit une menace où il n'y en a pas. OK? Donc, c'est un peu, tu sais, moi, voyez-vous, je me rends compte que j'ai déjà vécu de l'anxiété parce que oui, je me faisais ce qu'on appelle des cartoons. Hein, tu sais, tu te fais une bande dessinée dans ta tête. Puis des fois, les gens me disaient, ouais, mais je t'ai jamais dit ça. Oui, dans ma tête, en tout cas, tu me l'as dit. Donc, je pense que c'est aussi de se ramener à dire, OK, qu'est-ce qu'on peut contrôler? Parce que définitivement, on ne peut pas le contrôler. Et il y a un aspect, moi, que je trouve super intéressant avec les médias, puis aussi avec Trump actuellement, qui est la manipulation. Donc, on se fait définitivement manipuler. Puis là, les médias, tu sais, c'est sûr que malheureusement,
Puis rien contre les médias, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais malheureusement, vous n'êtes pas là pour vous enlever du stress. Donc, Non. si on regarde beaucoup les nouvelles, c'est toujours quelque chose de catastrophisant. C'est toujours quelque chose de catastrophisant parce que du beau, il y en a énormément. Là, en ce moment, ça fait, oui, définitivement que ça fait peur. Puis, mais en effet, moi, on dirait que autant au début, je me disais, je peux pas croire que l'humanité a décidé, que les gens ont décidé de voter pour lui. Mais au-delà de ça, il y a du bon, il y a du beau, puis il y a d'autres gens qui font des belles choses. Et ça, selon moi, ça va être éventuellement plus fort que le reste. Cela dit, on est dans un monde où l'argent domine. Oui. Donc, c'est sûr que ça va être... moi, je pense que ça peut fleurir, mais bien entendu, en lien avec un portefeuille qui va s'accroître à quelque part. Oui, ouais, définitivement. L'un va pas sans l'autre, là. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une meilleure hygiène de vie dans tout ce... concrètement, là? Ce serait quoi les trucs, là? Prendre soin de soi. Puis au-delà de prendre soin de soi, tu sais, je viens de faire une conférence, justement, donner une conférence sur le stress. Puis comme je disais, au-delà d'aller au spa, d'aller se faire masser, de venir à la clinique nous voir, quoi que ce soit, de méditer, c'est d'identifier votre stresseur. Ça, c'est prendre soin de vous. Aller au profond, c'est en profondeur de ce qui vous stresse. Moi, je dis tout le temps à mes clients, si on fait juste faire un trou puis on met la marde dedans, à un moment donné, la fosse septique, elle va déborder. Ça prend de l'écoulement. Ça prend de l'écoulement et il faut libérer ça. Oh mon Dieu Seigneur, si on était comme ça, on savait qu'est-ce qui nous stressait, puis on prenait action là-dessus, moi je pense que ça aiderait énormément les gens et on éviterait de l'ego, peut-être comme M. Trump en ce moment. Là, je chute, là, je veux pas avoir de contravention, je ne sais pas trop. Là. On va faire attention. mais cela dit, donc, tu sais, je pense qu'après ma barre, c'est prendre soin de soi. Donc, prendre soin de soi, tout au niveau spirituel. Donc, dès qu'il y a quelque chose, régler ce qu'il y en est. Éviter le commérage, aller parler à la personne directement. Donc, ça, c'est super important. Avoir une belle hygiène à ce niveau-là. Bien s'alimenter. Le corps a besoin de l'énergie, notre cerveau, pour fonctionner, a besoin de glucides. Nos protéines sont importantes aussi pour augmenter notre endurance, récupération au niveau musculaire. Donc, d'aller travailler aussi à ce niveau-là avec des bons aliments qui nous aident dans le quotidien. Faire de l'activité physique, oui, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Donc, tu sais, moi, je dis aux gens, bougez, dansez, faites quelque chose à ce niveau-là qui va juste faire en sorte que vous allez avoir un peu chaud. Allez marcher en nature, ça fait du bien. Et surtout, dormir. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, puis même moi, au début, je pensais que c'était ça, l'entrepreneuriat, c'était de travailler plein d'heures, de faire... Puis des fois, j'étais comme, ah oui, je me suis levée à 4 heures du matin, j'ai de l'énergie jusqu'à temps que j'en ai plus. Donc, tu sais, c'est important à un moment donné de voir, tu sais, cet hiver, Robert Pierre me disait, mon Dieu, on dirait que tu es hiberné. Je dormais des 9 heures, des 10 heures, puis j'ai fait, oui, ça m'a tellement fait du bien. Puis j'étais aussi productive. Par contre, là, le printemps arrive, et là, je me sens vraiment d'attaque pour attaquer le printemps. Donc, dormir. Se coucher en se disant que de toute façon, là, on peut rien régler au moment où on est dans le lit, puis les problèmes vont être encore là le lendemain. En général, ils nous attendent. Oui, il va faire clair demain, là, c'est une expression qui me parle, ça. Parce que oui, quand on est fatigué, c'est sûr que... On les voit pas, les solutions. Non. Est-ce que depuis le temps que tu pratiques, vois-tu une différence, une progression dans les bobos des gens? Est-ce que tu remarques qu'il y a comme une recrudescence justement de ces poubelles de stress-là soit depuis la pandémie ou... je ne sais pas, tu pratiques depuis combien d'années, là, mais as-tu vu? 10 ans. Je pense que ce que je remarque de plus en plus, c'est, oui, tu sais, peut-être des tensions cervicales, il y en a toujours eu. Moi, je pense que ce qui, actuellement, fait énormément la différence, c'est tout ce qui est technologie. Tu sais, avant, dans le fond, il y avait d'autres problématiques associées, mais les gens étaient un peu plus actifs. Maintenant, les gens sont définitivement plus sédentaires et ont accès à l'information de façon très rapide et spontanée via leur téléphone ou autre. Donc, je pense que c'est tout ce que la technologie apporte actuellement qui fait en sorte
que quand les gens viennent nous rencontrer, la problématique dure des fois un peu plus longtemps. Parce qu'avant, on allait adapter le poste de travail, ces choses-là. Là, maintenant, on parle maintenant de l'utilisation du cellulaire, comment l'utiliser et à quelle fréquence l'utiliser. On aborde ça avec nos clients, chose qu'on n'aurait jamais fait avant. Puis est-ce que tu penses que ça, la technologie est un facteur de stress pour les entrepreneurs? Définitivement. Oui, parce qu'on décroche pas. Bien, on décroche pas, puis je pense qu'à un moment donné, on n'est plus en mesure d'avoir une attention sélective. Donc là, tout paraît comme pressant, puis on n'est pas en mesure de faire le pour, le contre entre qu'est-ce qui l'est pressant, puis qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui peut attendre. Puis, il y a tellement d'entrepreneurs, puis pas juste des entrepreneurs, tout le monde en général. Hier, justement, dans la conférence, je disais, OK, qui regarde la télé ou leur cellulaire avant de se coucher? Tout le monde a levé la main, tu sais. Puis là, je leur disais, OK, puis écoute, je dis, moi aussi, là, je l'ai déjà fait, là. Par contre, je me rendais compte qu'un exemple, à 9 h, j'étais fatiguée, j'ouvrais le téléphone, j'écoutais une série, puis finalement, je me couchais à 11 h. Puis là, les gens ils disaient, ouais, mais ça relaxe, ça met le cerveau à off. Je disais, non, ça c'est une fausse croyance, ça l'active. Tu sais, pendant que tu écoutes ton émission, là, tu penses à, hey, Ginette, elle va-tu faire venir avec Orlando? Oh mon Dieu Seigneur, il l'a trahi. Oh, l'auto part, ça c'est une belle voiture, ça, j'aime ce qu'elle porte, où est-ce qu'elle l'a acheté, tu penses? Et là, ça part. Même principe avec Instagram ou quoi que ce soit. Donc, finalement, le cerveau, il est juste super stimulé, en plus avec l'écran. Et là, au lieu de s'endormir, ben, on puis est en juste plus, activé. on ne fait même plus juste regarder la télé. On regarde la série en scrollant sur notre téléphone. Exactement. Parce que là, les séries sont rendues formatées comme si on était des nonos un petit peu qui suivent pas. Puis là, ils nous répètent tout. Fait que là, c'est indiqué, tu sais, série qui peut s'écouter en regardant son cellulaire. Non, mais c'est ça quand même, là. Oui. Fait qu'on est plus capable de juste... En fait, notre attention est à la télé, au cellulaire, au chum à côté. Fait que, mais il n'y a rien, il n'y a personne qui est 100%. Là. Non, c'est très dilué. Là, exactement. comme, Exactement. Fait que ça fait partie de créer du stress, veut pas. Ben oui. Puis c'est parce qu'aussi, dans ce qu'on consomme, tu sais, maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup aussi un aspect où on peut faire ce que j'appelle les cons. OK? Les comparaisons, compétition et contrôle. OK? Donc, si je regarde la fille qui a une très, très belle maison, son enfant est habillé en beige, puis il n'a jamais l'air sale, puis que nous, c'est pas notre réalité, bien, c'est sûr que c'est facile de pouvoir se comparer et de vouloir rentrer dans un mode de consommation. Mon Dieu, je fais pas mon pain à levure encore! Mais ça a été ma comparaison la plus intense quand j'ai eu un enfant puis que je m'identifiais pas avec mes amis. En ville, c'est autre chose. Tu sais, j'ai beaucoup de femmes entrepreneurs, mais au Témiscamingue, j'étais là puis je me disais, oh my gosh, voyons, je tombais pas une bonne mère parce que après 4 mois, moi, j'avais un goût de retourner au travail. Tu sais, je voulais plus rester à la maison avec, puis j'aime mes enfants énormément, mais j'avais un besoin de me sentir où ce que j'étais... de me réaliser autre que comme mère. Et ça, j'ai trouvé ça difficile au début parce que ce qu'on observe maintenant dans l'industrie, de l'industrie des bébés, c'est la mère qui est super heureuse, présente, qui stimule tout ça. Et là, moi, je me voyais stimulée, mais pas à ce niveau-là. Donc, j'avais de la difficulté à trouver ma place. Puis après coup, on se dit juste, bien, quand on apprend à s'estimer et à connaître qui on est, bien, on se dit, bien, c'est ça, puis c'est tout, là. Mais avant, comme on parlait, tout à l'heure, je disais l'estime n'était pas très élevée, ben je voyais pas nécessairement ça. Et là, j'avais le comparatif, compétition, toutes ces choses-là qui étaient là. Donc, quand on règle pas ça, puis on ne sait pas, ben ça aussi, ça engendre. Puis la comparaison, tu sais, on a juste à regarder, oh mon Dieu, la fête de 2 ans d'une telle, qui est, tu sais... Oui, c'est différent. Il y en a qui c'est beaucoup de ballons. Il y en a qui c'est ça, là, tu sais. Fait qu'on est toujours dans le mesurage. Puis c'est vrai que ça nous met de la pression comme société, là, tu sais, de dire... mais les gens, ils mettent juste le plus beau aussi, là, sur les réseaux sociaux, là. On n'a pas... Puis je pense que d'une manière ou d'une autre, maintenant, justement, comme on parlait, tu sais, si on s'estime assez puis qu'on connaît nos valeurs profondes, ben à ce moment-là, ça ne viendra pas nécessairement nous atteindre. Tu sais, dans le sens qu'on va regarder ça,
On va juste avoir un regard neutre par rapport à ce que c'est et non avoir un regard comparatif. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'ai tendance à dire aux gens, tu sais, accordez-vous du temps pour apprendre à vous connaître, vous. Apprenez, moi, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas se faire, tu sais, autant pour nous, autant pour notre famille, nos enfants, puis notre société. Parce que quand on se connaît bien, à ce moment-là, ben l'envie n'est pas là, tu sais, l'ego n'est pas menacé, on a des belles relations, on a des belles discussions en ouverture avec les gens, puis en bienveillance. Mais tu sais, les réseaux sociaux, ça revient à quand nous, on était des adolescentes, puis qu'il y avait les revues, puis que là, on disait « Hey, regarde dans les revues, là, ils ont mis telle fille, ils ont mis telle affaire. » Voilà, ça découle de longtemps. Fait que ça découle de là, ça découle de la télévision. C'est juste que là, c'est à puissance 1000. Exactement. Puis les revues, il y avait la même recette, là, je veux dire, ils nous annonçaient un régime perdre 15 livres, mais à page 20, c'était une recette de gâteau au chocolat. Oui. De Martha Stewart. J'avais fait son livre, puis c'était super beau, avec toutes ces super fleurs, puis que déjà, elle avait compris le homestaging. mais tu sais, on part de loin quand même. Oui. C'est juste que ça se répète, mais de façon différente. Exactement. Mais là, il faut apprendre à gérer ça avec de quoi on se fait bombarder aussi. Parce que, tu sais, là, c'est TikTok, c'est Instagram, c'est Snapchat, c'est Facebook. Là, fait qu'il y en a, c'est que ça. Puis on le voit, là, tu sais, on fait tout ça, là, scroller, puis pas regarder bien longtemps. Oui. Fait qu'on a une attention qui dure, je sais pas, 2 secondes et demie à peu près. Exactement. Puis en même temps, mais c'est des outils qui sont extrêmement précieux aussi. Tu sais, moi, je veux dire, avec la pathologie de l'oreille, il y a tellement de choses que je suis allée, que j'utilise en fait, qui proviennent de l'Australie, qui proviennent de la Floride, qui proviennent... On a eu une étude avec... On a intégré une étude en Floride, justement, qui était gratuite, que j'aurais pas connue si j'avais pas eu les réseaux. Non, c'est vrai. Donc, c'est juste de savoir qu'est-ce qu'on consomme et ce qu'on consomme, qu'est-ce que ça nous apporte. Mais après, quand on connaît aussi nos valeurs profondes associées, ben on ne perdra pas nécessairement de temps parce qu'on se dit, hey, ma vie, là, je sais même pas, on ne sait jamais quand on va. On ne sait pas quand on est, on ne sait pas quand on part. Non. Donc, à ce niveau-là, moi, je pense que c'est important de faire comme, OK, mes valeurs sont là. Puis quand je finis ma journée, là, est-ce que j'ai vécu une journée en faveur de mes valeurs ou j'ai vécu une journée où je n'étais pas du tout sur mon X? Puis là, je pense que ça nous parle. Fait que c'est juste de peut-être s'enraciner un petit peu plus à l'intérieur de nous. Tantôt, tu disais, c'est important de prendre soin de soi et je suis bien d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que tu réponds à un entrepreneur qui fait, ben j'en ai pas de temps? Moi, je dis... Ça arrive souvent là, qu'on se fait dire ça. Ben, moi, j'ai pas le temps, je peux pas, c'est pas possible, j'y arrive pas. Moi, je dis tout le temps aux gens, c'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu prends pas le temps. C'est vraiment différent. Fait que tu les amènes dans une autre perspective, d'être capable de dire, ben trouve du temps, change tes priorités. Exactement, délègue. Aussi. Tu sais, assure-toi d'avoir une équipe autour de toi qui va être capable de prendre. Assure-toi aussi d'être capable de déléguer. Ça, c'est une autre chose. C'est pas tout le monde qui est capable de déléguer. Puis malheureusement, demain matin, si on n'est plus là, la vie continue à tourner. Si ton entreprise ne peut pas se passer de toi 2 heures, il y a quelque chose qui tu fais peut-être de pas correct dans ton entreprise. Exactement. Tu sais, il faut penser que éventuellement, le but d'une entreprise, idéalement, c'est on aimerait tous vendre. Mais si on est le cœur d'une entreprise, puis l'entreprise ne vit pas sans nous, ça va être difficile de vendre. Ben, on n'a pas grand-chose à vendre. Non, c'est vrai, parce que ça repose sur un nom. Ben, sur des gens. Sur des gens, oui. Malheureusement, ils sont pas là à l'infini. Ils sont pas là toute la vie. Là. C'est quoi pour toi les signes, tu sais, qu'un entrepreneur ou un humain là, est sur le bord là, de prendre le mauvais chemin parce qu'il y a trop de stress, trop d'anxiété? C'est quoi les signaux que les gens peuvent détecter pour eux-mêmes? Tu sais, des fois, je pense que quand on se connaît bien, on les connaît. Oui. Mais il y a des gens qui les voient pas ou qui l'ont jamais vu venir puis que ça leur est arrivé comme un troc d'en face. Là. L'insomnie, la malbouffe, la consommation d'écran un peu plus, l'alcool, le fameux spa ou le fameux... la quête, en fait, moi j'aurais tendance à dire la quête d'aller vers quelque chose qui va toujours nous faire du bien. Tu sais, un exemple, puis je donnais un exemple sur le yoga ou la méditation, quoi que ce soit. Tu sais, c'est des choses que je pratique, mais je le fais pas dans une optique que je veux combattre quelque chose, tu sais, je veux fuir quelque chose, pardon, mais je le fais parce que
j'aime ce plaisir. que ça m'apporte, puis exactement. Donc, l'excès dans ce style-là du magasinage intensif, tout ce qui va faire en sorte que ça devient plus intense. Donc, une consommation, peu importe ce que c'est, mais qui devient de plus en plus accrue, qui augmente, et l'irritabilité. Le fait que le matin, au lieu juste d'être quelqu'un te pose une question puis réagir promptement, ça, déjà là, on sait qu'on est en train de vivre un stress chronique. Donc, c'est plus juste un stress aigu, c'est un stress chronique. Et là, il y a deux choses. Dans le stress chronique, on peut avoir une hypersécrétion des hormones de stress qui mène à une dépression ou au contraire, le je m'en foutiste. Fait que la personne aussi pourrait être dans le je m'en foutiste. Donc, c'est pas grave, tu peux faire ça, tout ça. Et là, on va aller vers le burn-out. Deux choses où l'on est dans une hyposécrétion des hormones de stress. Donc, si vous avez justement un collègue qui est au contraire, plus ou moins, on ne le voit pas comme d'habitude, puis en ce moment, il est plus justement dans ça me dérange pas, faites comme vous voulez, tout ça, ben puis ça n'a pas été, c'est pas. Qu'il y a comme un détachement. Un de détachement, tout, là. exactement, ben ça sonnerait une cloche. OK. Ah, je l'avais pas vu de même. Mais ça fait du sens. Oui. Mais c'est parce que c'est ça peut-être résonne. plus subtil aussi. Ah, Tu sais, puis définitivement. ça dérange moins parce que tu sais, si je te dis ben, fais ce que tu veux, tu repars ton petit bonheur. On va les voir moins, hein, ces gens-là. Oui. Ils ne dépassent pas trop d'air. Puis surtout que si on a une entreprise avec plusieurs employés. Tu sais, quand on est une petite entreprise tissée serrée comme nos gens, c'est un exemple, on connaît nos gens, on connaît ce qu'il y en est. Mais sinon, ça se peut que nous, on ne le voit pas. Mais par contre, ça se peut que le collègue le voit, lui l'observe, qu'il trouve qu'il y a un changement, quoi que ce soit. Et là, va pouvoir venir vous aviser. Mais ça, c'est deux choses en soi que je pense qu'il faut faire attention. Donc, quelqu'un qui est vraiment dans l'excès, qui répond aussi énormément, ou au contraire, une personne qui est plus... qui est désengagée, définitivement, très désengagée. Je sors du sujet des entrepreneurs, mais comment on peut le voir chez nos enfants? Moi, les filles sont grandes, là, mais tu sais, j'ai des petites filles maintenant. Puis comment on peut voir ou prévenir aussi ce stress-là ou cette anxiété-là? Comment on peut les accompagner, ces gens-là? Je pense que définitivement, en premier lieu, c'est de s'asseoir avec... moi, il y a un livre, là... c'est La Grenouille, là. C'est Calme comme une grenouille. Calme et attentionné comme une grenouille. En tout cas, je me souviens plus du titre, j'aurais aimé ça vous le dire. Mais ça donne plein de techniques, puis plein de questions aussi à poser à l'enfant. Autant des techniques de respiration, puis ces choses-là, mais aussi des techniques pour que l'enfant puisse bien se connaître. OK? Donc, déjà, à la base, ça serait intéressant qu'on puisse, à un jeune âge, démontrer ça aussi à nos enfants. Tu sais, que les enfants puissent avoir accès à ça. Puis aussi, la comparaison, la compétition, optimiser l'estime de soi des enfants énormément. Souvent, vous allez le voir dans ce qu'ils vont vous dire, ils vont se comparer, ils vont être en compétition avec d'autres gens, ils vont en parler aussi. Ils vont vouloir avoir une attention aussi, des fois, une attention négative. Ah, je me trouve pas belle. OK, parfait, tu vas avoir l'attention associée à ça. Est-ce que tu veux de l'attention, c'est parce que tu t'estimes pas? Donc, tu sais, il y a des choses comme ça aussi. L'anorexie peut rentrer aussi. On parle dans des cas un petit peu plus élevés, mais l'anorexie va être plus présente. Arrêter de parler ou que tout va bien. Moi, quand tout va bien, je me questionnerai un petit peu plus parce que je ne dis pas que ça peut ne pas bien aller, pas du tout, mais c'est intéressant de voir, puis de voir l'échec comme une réussite. OK, je m'explique, là. Chez nous autres, on demande toujours à nos filles, bien là, Laura est jeune un peu, mais Alice, OK, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui était difficile puis tu as bien réussi? Fait que là, elle nous parle de ce qu'elle a fait, puis après, on fait... Parfait, c'était quoi ta solution? Ça, excellent! Ou qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois? On valorise ce qu'on va dire l'échec. En fait, tu valorises qu'elle a trouvé aussi une solution. Oui, c'est qu'elle a fait un pas... processus. Oui. Dans le sens que c'est pas tant l'échec, mais en effet, c'est le processus parce que finalement, comme on lui dit, le résultat final pour nous importe peu. Mais si la façon dont tu t'es rendu fait en sorte que tu as appris, c'est ce qui importe. Comment tu t'es débrouillée? Exactement. Donc, je pense que c'est des fois de juste prendre le temps puis d'offrir des outils ou d'aider ou les jeunes à avoir davantage des outils dans leur coffre à outils. Mais que quand les jeunes, moi, je pense qu'ils évitent de parler, évitent d'essayer d'optimiser la relation pour avoir ça ou sinon référer à quelqu'un pour que l'enfant puisse verbaliser ce que lui ressent. Surtout dans un ère où les réseaux sociaux sont présents, c'est encore plus difficile pour eux. Ouais. Parce que c'est comme entrepreneurs pressés, stressés, qui ont des enfants, peut-être que des fois, eux aussi passent à côté. Tu sais, de dire, ben voyons donc, je n'avais pas vu ça, elle m'avait dit que ça allait bien,
j'ai acheté ça puis j'ai pas posé de Ouais. questions, mais on veut pas passer à côté de ça non plus. Là. Non, puis j'ai envie de dire, comme pour les entrepreneurs, puis inquiétez-vous pas, là, je vous tape pas sur la tête parce que moi aussi, j'ai été comme ça aussi, puis je le suis aussi des fois, mais si vous n'aimez pas que vos employés exercent du présentéisme au travail, faites-en pas non plus à la maison avec vos enfants. Ça, c'est vraiment important. Parce que si vous êtes là puis pas là, l'enfant va le sentir. Puis l'enfant, lui, ce qu'il veut, c'est se sentir important. Donc, quand vous êtes avec votre enfant, si c'est 1 heure, donnez-y 1 heure. Le temps, selon moi, n'est pas important, c'est la qualité du temps qui est importante. Fait que pas 1 heure avec le cellulaire puis la série ouverte. Là. Ah, voilà! En demandant les mots de vocabulaire. Ouais. Puis à répondre à un courriel. Si on revient à votre entreprise, c'est quoi vos projets? Comment vous voyez l'évolution de votre entreprise dans les prochaines années? Définitivement, continuer, dans le fond, notre croissance au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue, puis maintenant, on développe aussi dans les autres régions. Donc, c'est ça. Alors là, on s'en va, dans le fond, dans 2 semaines. On s'en va à l'ICM, qui est le congrès mini. Donc, Oui. on a des partenaires là-bas qui y sont. On veut aussi s'associer avec d'autres partenaires maintenant. Donc, ça va être ça, dans le fond, les prochains projets. Puis, je pense que de plus en plus, il y a une côté au niveau des équipementiers, tous les gens, dans le fond, qui créent des produits techniques pour aider, dans le fond, les différentes personnes. Donc, on parle des exosquelettes ou des choses qui vont réduire les problématiques de santé. De plus en plus, moi, je pense qu'on veut se rattacher aussi à ces gens-là, dans l'optique où on veut prévenir. Donc, on veut apporter notre expertise aussi. C'est intéressant. Oui, Dans le fond, vraiment. qu'est-ce que vous faites, mettons, à l'extérieur de l'Abitibi pour les gens qui ne le savent pas? Là, quand... Nous, dans le fond, c'est vraiment notre service aux entreprises. Donc, OK. ce qu'on fait, c'est qu'on rentre dans une entreprise. On est là habituellement 3 mois et des fois un peu plus, des fois 1 an. Puis, on va venir regarder, dans le fond, comment les travailleurs travaillent, adapter les postes, assurer qu'ils sont bien, créer des programmes d'entraînement, traiter sur place aussi. Donc, vraiment une prise en charge complète par rapport à leurs conditions. Qui vient compléter ce que vous faites ici, là, avec votre clinique. Dans le fond. Exactement. C'était super intéressant, vraiment. Merci de ton partage, Merci à Mélissa. vous. Puis on va vous souhaiter encore plus de clients, mais pas trop stressés. Merci. Merci beaucoup!